Oui, le chimiste a un rôle à jouer. Ça peut paraître paradoxal, on croit toujours qu'il faut opposer la chimie et l'écologie, mais là je pense le contraire. Je pense que la chimie a un rôle important, peut apporter les éléments qui manquaient à l'écologie. Quand Claude est arrivé avec ses idées de phytoremédiation des sols pollués, plus l'éco-catalyse, il a bien été évident que nous avons accueilli ça à bras ouverts. Eh bien, ces éco-catalyseurs permettent de remédier à deux problèmes. Un problème environnemental par isofiltration et un problème de chimie avec un catalyseur très actif et dont la production est durable. Grâce à ces plantes chargées de métaux, on pourrait donc espérer synthétiser des composés pharmaceutiques de manière totalement écologique grâce aux catalyseurs biosourcés. Et les capacités du fer en chimie verte ont été largement sous-estimées. Je crois qu'aujourd'hui on le voit complètement différemment. Faire produire un écofer, quelque chose de complètement révolutionnaire et très prometteur. Le regard écologique du laboratoire est très intéressant. On s'inscrit pleinement dans une économie circulaire qui vise à se dire qu'au bout du bout, on n'a pas de déchets et que tout déchet est une matière à valoriser, à co-valoriser. Alors le chercheur est pas simplement là pour se faire plaisir intellectuellement, ça doit être un chercheur citoyen, c'est quelqu'un qui doit œuvrer pour le bien commun, ça c'est évident, nous avons cette responsabilité. Ces travaux de recherche sont en train de réconcilier deux domaines de recherche qu'on a classiquement l'habitude d'opposer, l'écologie et la chimie. Frozen belt of Orion laid out on the desert floor, the oldest wonder built by giants, or somebody here 12,000. C'est ici que tout a commencé. Lors de prélèvements occasionnels, on a découvert un taux très élevé en éléments métalliques, zinc, cadmium et plomb, qui était dû à une ancienne exploitation minière, donc des sédiments hautement contaminés où le sol est devenu complètement phytotoxique et a généré des particules métalliques donc, qui sont soumises à une érosion éolienne assez importante, qui sont déplacées jusqu'au hameau de la papeterie, qui est donc juste à côté, et qui est à l'origine de cas de saturnisme qui ont été détectés chez des enfants. Donc, le problème est de savoir comment réhabiliter ce site. Or, sur ce site existe une biodiversité assez exceptionnelle, la présence de deux plantes qui sont hyperaccumulatrices de zinc. Voilà ici un exemple de Noscia cerulescens, donc une plante qui est capable à la fois de tolérer la pollution présente dans le sol, mais également capable de l'extraire du sol via son système racinaire, de la transporter et de la stocker dans les feuilles à des concentrations très élevées. Psychotria, c'est ça? Oui. Vous avez le nom de l'espèce? Douarei. Alors dans le cadre du projet que je développe, il est très important de comprendre toutes les stratégies d'adaptation des plantes au stress, en particulier celui de la pollution. Comment font-elles pour survivre? Comment font-elles pour s'en accommoder? C'est fondamental pour être capable après de les développer sur les sites qu'il faut réhabiliter. Voilà la seconde hyperaccumulatrice de zinc du site des Avinières. Alors elle est vraiment très particulière puisque c'est une des très rares légumineuses à être capable d'hyperaccumuler des éléments métalliques. Ces deux plantes sont à l'origine du projet de restauration naturelle, écologique, donc, que nous avons proposé à l'ADEME. Le problème est que ces plantes ne sont pas pérennes et lorsqu'elles meurent, les feuilles retombent sur le sol et la pollution avec. On n'a donc finalement rien résolu. Donc il fallait absolument trouver une idée pour donner de la valeur donc à ces feuilles chargées en particules métalliques. C'est ce qui a été trouvé avec le procédé de chimie que nous sommes en train de développer. On pouvait imaginer que ces feuilles pouvaient constituer un véritable réservoir de catalyseurs métalliques. Encore fallait-il trouver une solution donc pour transformer ces feuilles chargées en métaux en catalyseurs écologiques. Donc qu'est-ce que c'est qu'un catalyseur écologique? Eh bien, je vais vous donner un exemple avec la synthèse du monastrol, qui est un puissant agent anticancéreux, c'est-à-dire une molécule qui va s'opposer à la multiplication des cellules cancéreuses.
En fait, si on regarde sa structure, d'un premier coup d'œil, elle paraît pas évidente à synthétiser, mais en observant de plus près, on peut voir qu'en fait, en coupant à des endroits bien précis dans la molécule, on peut imaginer la synthétiser à partir de ces 3 composés différents, dont 2 d'entre eux peuvent être biosourcés, c'est-à-dire obtenus à partir de sources naturelles. Et c'est là que va intervenir le catalyseur écologique, puisque si on ne met pas de catalyseur, les molécules vont simplement se repousser les unes par rapport aux autres, elles n'ont pas de raison particulière de rentrer en contact. Le catalyseur va augmenter l'affinité des molécules l'une pour l'autre et entraîner la formation de liaisons et donc la synthèse du monastrol. Avec le catalyseur écologique, on obtient une synthèse totale, c'est-à-dire un rendement de 100% en monastrol, ce qui n'est absolument pas le cas avec les catalyseurs de la métallurgie, où seuls des rendements très faibles sont obtenus. Grâce à ces plantes chargées de métaux, on pourrait donc espérer synthétiser des composés pharmaceutiques de manière totalement écologique à partir de catalyseurs biosourcés. C'est une pérennisation partielle puisque la réaction de Schur ne se fait en présence de triéthylamine. Donc cette démarche n'avait jamais été regardée. Et c'est grâce au CNRS qui a été le premier établissement à se lancer dans ce projet à risque. Écoutez, en 2008, l'Institut Écologie et Environnement n'existait pas encore, c'était le département Environnement et Développement durable. À ce moment-là, nous travaillions sur la directive cadre REACH européenne, donc en chimie verte. Il a été évident que nous avons accueilli à bras ouverts les travaux de Claude, d'une part parce qu'il nous intéressait avec le côté phytoremédiation qui certes n'était pas nouveau, mais en plus de ça, il y avait l'éco-catalyse. Et il se trouve que lorsque l'Institut Écologie et Environnement a été créé en 2009, un des axes majeurs était l'ingénierie écologique. Vous pensez bien qu'à ce moment-là, les travaux de Claude devenaient vraiment quelque chose de central, et ces développements en éco-catalyse et tout ce qu'elle a pu prouver avec ont permis de lui attribuer à l'unanimité en 2014 la médaille de l'innovation du CNRS. Dans un premier temps, on était face à une biomasse très difficile à manipuler, donc quelque chose assez immonde au fond d'un ballon qui était bien loin des catalyseurs chimiques dont on aurait pu rêver. Donc ça a été un travail de longue haleine avec beaucoup de patience pour trouver un procédé simple mais efficace, capable de transformer une feuille en un véritable catalyseur. Pendant longtemps, on a répété les analyses de notre réaction avec différents catalyseurs qui étaient préparés de différentes façons. Et un jour, effectivement, c'était dans l'après-midi, donc on était en train d'analyser la manip et puis on a vu surgir des pics. L'analyse a montré, contre toute attente, la présence d'une proportion très importante des produits qu'on souhaitait synthétiser. Et on a eu la certitude que le catalyseur avait désormais la bonne structure. Et là, c'était gagné? Et c'était gagné, oui. Les résultats obtenus au laboratoire constituent une véritable preuve de concept. La phytoextraction génère une biomasse qui n'est plus un déchet, mais au contraire des outils extrêmement performants en chimie. La finalité du projet est beaucoup plus importante que celle-là, elle a une véritable dimension industrielle, et il était donc devenu nécessaire de dépasser le cadre de Saint-Laurent-le-Minier et d'aller développer nos efforts de réhabilitation écologique sur des surfaces plus étendues. Nous avons choisi de démarrer en Nouvelle-Calédonie. Mesdames et messieurs, nous allons atterrir dans quelques minutes. Veuillez vérifier que votre ceinture est bien attachée. Nous vous rappelons que vous n'êtes pas autorisé à fumer jusqu'à votre sortie de l'aérogare. Merci. La Nouvelle-Calédonie est un territoire unique. On considère que c'est le point chaud de la biodiversité mondiale, avec un nombre d'espèces végétales particulièrement important. C'est aussi en Nouvelle-Calédonie qu'on trouve le plus beau lagon, qui appartient au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette biodiversité peut tirer son origine d'une composition minérale assez hors norme au niveau du sol, en particulier une richesse en métaux tels que le nickel. La première étape d'extraction consiste d'ailleurs à détruire l'horizon fertile supérieur, ce qui crée une érosion forte des sols en période pluvieuse, lors des orages ou des cyclones particulièrement violents. Donc, on peut trouver un scénario unique pour réhabiliter ces sites en s'appuyant sur la biodiversité du territoire. Un grand nombre d'espèces sont capables de résister, de constituer des espèces pionnières en première phase de réhabilitation de ces sites miniers. Parmi elles, beaucoup sont des plantes hyperaccumulatrices, soit de nickel, soit de manganèse.
Et l'installation de ces plantes permet de stabiliser le sol et alors de limiter l'érosion donc de ces sols vers le lagon. Bonsoir Cyril. Bonsoir Claude. Donc j'imagine que tu sors de la réunion avec la SLN. Comment notre projet est ressenti? Ce qui plaît beaucoup dans ce projet, c'est qu'on arrive à réconcilier la chimie avec l'écologie, à savoir que les efforts de revégétalisation des miniers ont un débouché, une valorisation intéressante, et la chimie qui intervient à ce niveau-là, elle, est intéressante dès l'instant que les feuilles sont les plus vieilles possibles, voire même la litière. Donc il n'y a aucune dégradation de la biodiversité, au contraire, on récupère ce qui est vieux et ce qui est fané ou ce qui est tombé par terre. Aujourd'hui, les travaux de réhabilitation écologique en Nouvelle-Calédonie sont très avancés. Les opérateurs miniers tels que KNS donc, ont rejoint leur volonté de travailler avec nous et il est devenu nécessaire qu'un chercheur du laboratoire soit présent en permanence sur le territoire. Donc, les plantes qui sont développées dans différents endroits du monde sont collectées et envoyées directement au laboratoire pour analyse. Et après ces analyses, on va les transformer en éco-catalyseurs pour la chimie organique. Nous travaillons en collaboration avec des collègues écologues en République démocratique du Congo, au Gabon, en Sardaigne, en Crète et en Chine. Les travaux de réhabilitation réalisés en Nouvelle-Calédonie nous ont permis de travailler à très grande échelle et de montrer que ce projet avait acquis la maturité pour être développé aujourd'hui à l'échelle internationale. Alors, ce qui était intéressant, c'est que la deuxième dimension de ce projet, la valorisation des efforts écologiques en chimie, prend à son tour une dimension internationale. Un certain nombre de grands groupes industriels du domaine sont en train de s'intéresser à ce projet et certains d'entre eux sont déjà rentrés en collaboration avec le laboratoire. Aujourd'hui, nous nous rendons chez Chimex, un partenaire industriel important du laboratoire. C'est historiquement le premier qui nous a fait confiance. Nous connaissons tous aujourd'hui les gros problèmes environnementaux qui affectent la biodiversité, qui affectent parfois même la santé. Nous sommes là pour proposer des solutions en amont. Et à chaque fois qu'elles sont valorisables, nous avons le devoir de les accompagner le plus loin possible, y compris chez notre partenaire industriel. C'est ce que nous essayons de faire chez Chimex. Aujourd'hui, le travail qu'on a initié avec le laboratoire de Claude Grison est de revisiter certains de nos procédés de fabrication sous le regard et sous la compétence et l'innovation qu'apporte le laboratoire de Claude Grison. Ici, tu as, depuis la salle de contrôle du pilote, tu as un réacteur dans lequel on pourrait faire la manip. Les activités du laboratoire sont très orientées vers la bio-inspiration, ce qui nous permet de proposer des matériaux biosourcés pour développer des procédés complètement adaptés et intégrés à la chimie durable. Le regard écologique du laboratoire est très intéressant. On s'inscrit pleinement dans une économie circulaire qui vise à se dire qu'au bout du bout, on n'a pas de déchets et que tout déchet est une matière à valoriser, à co-valoriser. Le chercheur n'est pas simplement là pour se faire plaisir intellectuellement. Ça doit être un chercheur citoyen, c'est quelqu'un qui doit œuvrer pour le bien commun, ça c'est évident, nous avons cette responsabilité. La particularité et l'intérêt des projets de Claude Grison, c'est qu'ils sont fortement interdisciplinaires et partagés. Partagés entre l'Institut de chimie et l'Institut d'écologie et d'environnement. Et ainsi, ensemble, nous portons son unité, nous échangeons les processus, nous travaillons ensemble pour le pilotage de cette unité. Et pour nous, ça nous permet effectivement le pont jeté entre ces deux disciplines qui certaines fois peuvent paraître antagonistes, mais qui, grâce à Claude Grison, ne le sont plus.
après s'être intéressé à la pollution des sols par les métaux, nous intéressons aujourd'hui à la pollution des eaux. Depuis la COP21, je pense qu'on a tous pris conscience que tous les feux étaient au rouge, pour ce qui concerne les ressources potables en eau. Donc notre projet est en train de s'intéresser à cette problématique avec la démarche que nous avons initiée depuis le début, à savoir dépolluer des eaux industrielles, des eaux d'origine agricole ou même domestique qui sont polluées par les métaux avec des plantes. Alors, la jacinthe, c'est une plante qui va avoir un pédoncule renflé, on le voit, qui va carrément servir de flotteur et avec un fort développement racinaire et une forte capacité de multiplication. On voit de suite cette jacinthe, elle a déjà deux petits qui vont arriver derrière. C'est une plante à très forte croissance. Avant de faire le choix de ces plantes aquatiques, on a fait beaucoup d'efforts au niveau de la littérature scientifique. On a été examiner toutes les plantes qui étaient capables d'extraire, de concentrer les métaux dans leurs racines. Il faut trouver des plantes qui sont résistantes à des pH très acides, qu'on trouve sur des sites miniers, sur des carrières, et également des plantes qui sont capables de bioconcentrer de façon très très rapide les éléments métalliques. Enfin, il ne faut pas oublier que notre objectif est de valoriser ces plantes en chimie verte. Il faut donc un système racinaire très développé pour que ça constitue une biomasse importante qui sera transformée juste après en catalyseur pour la chimie. Donc après notre visite chez Nymphea, on a pu faire une récolte abondante de plantes aquatiques qu'on va maintenant mettre au travail. On va leur demander d'extraire les métaux présents dans les eaux afin de les dépolluer et de commencer cette étape de recyclage des métaux qui vont passer de l'eau vers les racines avant d'être transférés vers le laboratoire. Donc là on note la conductivité ainsi que le pH des solutions d'effluents. J'ai pris connaissance des projets de Claude à travers un article de Sciences et Avenir. C'est un sujet de stage qui est vraiment étonnant et extraordinaire qui se passe là. Je m'éclate tous les jours dans des découvertes et dans des nouvelles expériences. Ce qui nous intéresse, ce sont essentiellement les racines pour leur capacité à concentrer les métaux. La partie aérienne n'est pas chargée, il n'y a pas de translocation, donc il n'y a pas de mouvement des cations, des métaux, des racines vers les parties aériennes. Donc maintenant leur usage est complètement différent. La racine sera un futur catalyseur pour le laboratoire de chimie. Quant aux parties aériennes, on va les valoriser dans un tout autre procédé. Dans cette armoire, on a rangé un certain nombre des éco-catalyseurs qu'on a préparés à partir de la rhizofiltration. Et on va tester très rapidement l'activité de l'un d'entre eux, donc un éco-palladium. Je vais ajouter un petit peu d'éco-catalyseur qu'on a préparé tout à l'heure à partir de la rhizofiltration. Donc l'intérêt de la réaction modèle que j'ai choisie, c'est que si la réaction est positive, il y aura un changement de couleur immédiat. Donc ça nous permet de voir très rapidement finalement que l'éco-catalyseur est très actif. Donc voilà, c'est vraiment un résultat intéressant puisque c'est un catalyseur de deuxième génération qui est issu de la rhizofiltration, donc d'une biomasse qu'on peut produire très rapidement. Et encore une fois, ces éco-catalyseurs permettent de remédier à deux problèmes, un problème environnemental par rhizofiltration et un problème de chimie avec un catalyseur très actif et dont la production est durable. C'est où ça ? Alors ça c'est en Normandie. Ah, génial. Oui, donc on travaille en Normandie, en Bretagne, avec les industriels du bâtiment, Colas et Eurovia, pour essayer de trouver une solution écologique de traitement de ces effluents avant rejet. On a affaire à une simplification de la filière biomasse abondante. Qu'est-ce que ça veut dire biomasse abondante et aisée à récolter ? Ça veut dire aussi procédé industriel rapide. Et donc la filière peut se développer très naturellement. Et là, on arrive sur la chimie du futur. Hein. C'est formidable, non ? Si la chimie porte toute la filière vers la dimension économique qu'on attend, bien le fait qu'elle soit très intégrée à la résolution d'un problème environnemental est quelque chose de passionnant, d'inhabituel, qui est une source de motivation extraordinaire. À l'inverse, c'est une chance pour moi de découvrir un domaine qui m'était quand même particulièrement inconnu, celui de l'écologie, celui de l'adaptation des plantes au stress que l'on crée par la pollution. Donc ces deux domaines sont devenus complètement indissociables et nourrissent un projet complètement inhabituel, nouveau,
où on travaille en interaction avec deux mondes que classiquement on oppose et qui là se complètent merveilleusement bien. The frozen belt of Orion laid out on the desert floor. The oldest wonder built by giants, or somebody here 12,000 years before.